C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Medi 1 pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé. Bienvenue à tous. Plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès aux médicaments essentiels, notamment en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et cela compromet les progrès récents en matière de lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et bien d'autres maladies. Et pour y remédier, l'Union africaine a mis en place l'Agence africaine du médicament, en abrégé AMA. Et bon nombre de pays africains l'ont ratifié, mais comment se fait son opérationnalisation? Nous verrons le cas de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec vous, professeur Amari-Antoine Serge. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes pharmacien, professeur titulaire en droit et déontologie pharmaceutique à l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, sous-directeur de la formation, de la recherche et des études à la direction de l'activité pharmaceutique du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. C'est exact. C'est un honneur de vous avoir avec nous, professeur. Merci beaucoup. Notre deuxième invitée est une dame que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé, Madame Charlène Kouadio. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous êtes juriste, chargée de plaidoyer et droits humains à l'ONG Conscience et Vie, en abrégé COVI. Oui. Et vous êtes également formatrice sur les droits humains en lien avec le VIH. En tout cas, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé à nouveau, Madame Kouadio, et merci encore à tous les deux professeurs d'avoir accepté de participer à cette émission afin de nous dire comment est-ce que cela est possible, quels sont les défis pour la mise en œuvre de l'Agence africaine du médicament. Allez, on va commencer donc par revenir sur le contexte qui a permis donc la mise en place de cette Agence africaine du médicament. Avec vous, Madame Kouadio, vous y avez accordé très vite, je vais dire, développer un intérêt assez particulier pour cet instrument. Oui, merci beaucoup. Il faut dire qu'à ce niveau, depuis 2019, le traité a été mis en place et c'est seulement en 2021 qu'avec l'instrument, le dépôt de l'instrument du 15e instrument de ratification, que ça a eu lieu vraiment. D'accord. Et pour ce faire, pourquoi est-ce que ça nous a donné un certain intérêt au niveau de l'ONG Conscience et Vie? Il faut dire que l'organisation d'abord milite pour les droits de l'homme et également pour l'accessibilité de tout ce qui est médicaments et un système de santé pour les populations hautement vulnérables. Et par rapport au contexte, comme on le disait tantôt, l'Afrique produit que 3% des médicaments. Et la plupart des médicaments reviennent de l'extérieur et jusqu'à ce que, avec la complicité de la chaîne d'approvisionnement, ça devient un peu plus cher pour les Africains. De tous les médicaments qu'on consomme sur le continent, oui, oui. L'Afrique ne fabrique que 3%. Oui, oui. Et sur ce fait-là, ne produit que 3%. Ne produit que 3%, oui. Voilà. Et sur ce fait-là, les dirigeants ont bien vu l'importance de pouvoir adresser les défis de tout ce qui concerne l'accessibilité des médicaments au niveau des populations des États africains, et également en ce qui concerne la réglementation, en ce qui concerne les médicaments africains. Et au vu de cela, nous avons un jeu important, nous, en tant que société civile, de pouvoir suivre cette question et de pouvoir également plaider auprès du gouvernement ivoirien à pouvoir ratifier le traité, ce qui s'est avéré parce que nous avons contribué également. Le plaidoyer a été fait tant au niveau international que national. Et en 2024, la Côte d'Ivoire a ratifié le traité de l'Agence africaine du médicament. Waouh! On va revenir donc certainement sur les circonstances de sa ratification. Mais professeur Amari, dites-nous comment la Côte d'Ivoire a accueilli l'idée d'une telle agence, d'un tel instrument, j'allais dire, l'Agence africaine du médicament. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'inviter à cette émission qui est importante pour parler d'un sujet très important qui est l'Agence africaine du médicament. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, il faut déjà bien saisir que l'Agence africaine du médicament est le deuxième instrument fondamental en termes d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique. Déjà en 2016, les États membres de l'Union africaine ont mis en place ce qu'on appelle la loi type
de l'Union africaine pour la réglementation des produits médicaux. Et l'Agence africaine du médicament est vraiment le deuxième instrument essentiel de ratification. La Côte d'Ivoire accueille favorablement cette Agence africaine du médicament, d'autant plus qu'elle-même fait partie de ceux qui ont préparé cet instrument. Dans les services techniques, nous avons tous travaillé à l'harmonisation, nous avons fait les plaidoyers nécessaires, Madame Kouadio vient de le rappeler, pour que la Côte d'Ivoire ratifie cet instrument. Donc la Côte d'Ivoire est partie prenante au niveau de l'Agence africaine du médicament. Il est heureux que le 15 mai 2024, la Côte d'Ivoire ait pu déposer son instrument de ratification. Donc c'est de façon tout à fait favorable que la Côte d'Ivoire accueille l'AMA, puisqu'elle se met en conformité avec la logique de l'harmonisation de la réglementation. Alors pour ça, vous avez parlé donc d'un premier instrument. L'AMA est le deuxième instrument. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? La loi type pour la réglementation des produits médicaux, qui était donc le premier instrument, donnait un cadre pour que les États membres de l'Union africaine puissent mettre en place dans leur pays un organe fort de régulation du secteur pharmaceutique. En Côte d'Ivoire, ici, ça s'est traduit par la mise en place de l'AIAP, qui est l'autorité ivoirienne de réglementation pharmaceutique, conformément au principe de la loi type de l'Union africaine. Et cette autorité ivoirienne de réglementation pharmaceutique a été renforcée d'un point de vue juridique et d'un point de vue des moyens pour pouvoir assurer une régulation efficace des médicaments afin de permettre aux populations d'avoir des médicaments sûrs et efficaces. L'AMA, l'Agence africaine du médicament, est le deuxième instrument, et ce qui peut être souligné de particulier, c'est que c'est un instrument non seulement qui a une vocation continentale, mais qui va dégager les stratégies, les orientations pour que les États membres puissent avoir des autorités de réglementation fortes et que, in fine, la population puisse avoir accès à des médicaments de qualité. Madame Kouadio vient de toucher à la question de l'industrialisation. Ça aussi, ça fait partie des axes stratégiques de l'AMA. L'AMA devient un organe qui va booster la réglementation pharmaceutique pour permettre d'avoir des médicaments efficaces et sûrs. Au nombre déjà des pays qui ont ratifié ce traité, donc la Côte d'Ivoire y figure. Est-ce qu'il est opérationnel? Bon, la mise en place de l'AMA même se fait progressivement. Madame Kouadio vient de le rappeler, le traité a été signé en 2019. Le 15e instrument de ratification a été déposé par le Cameroun en 2021. Donc l'AMA est entré en vigueur puisqu'on attendait 15 ratifications. Et aujourd'hui, je crois que le conseil d'administration a été mis en place. Le processus de recrutement du DG a été lancé. Kigali au Rwanda a été désigné comme siège pour accueillir l'AMA. Il y a un secrétariat opérationnel qui a été mis en œuvre, dont les organes d'animation de l'AMA sont progressivement en train de se mettre en place. D'accord. Comment ça va fonctionner? Déjà, vous avez parlé de l'autorité de régulation qui existe déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. L'AMA va venir, je l'ai dit, compléter les actions de cette autorité. Oui. En fait, le schéma qui a été adopté par le traité, c'est un schéma qui vise à renforcer les communautés économiques régionales, entre régions, au nord, à l'est, au centre, au sud, ce qu'on appelle les communautés économiques régionales telles que la CEDEAO, la SADC, la CEMAC, vont renforcer les communautés économiques régionales en matière de réglementation pharmaceutique. Et les communautés économiques régionales auront une influence sur les autorités de réglementation nationales pour les renforcer et puis, in fine, avoir une réglementation harmonisée. Donc, l'AMA va agir comme un organe de coordination, comme un organe d'orientation, comme un organe qui va dégager les orientations stratégiques pour permettre aux communautés économiques régionales d'être fortes en matière de réglementation pharmaceutique et, in fine, pour avoir les résultats au niveau des différents États membres. C'est un peu le schéma qui a été consacré par le traité. Alors, il y a bien d'autres questions qui vous ont amené à mettre en place donc cet instrument-là. Quels sont ces différents problèmes que va résoudre l'AMA? Ok, alors tous les États membres ne sont pas au même niveau. Vous avez des États membres qui sont assez avancés en matière de réglementation pharmaceutique, assez avancés en matière de technicité, et vous avez d'autres qui sont moins avancés, d'autres qui ne sont pas du tout avancés. L'AMA va déjà fédérer les ressources pour permettre une réglementation efficace à l'échelle continentale, de sorte que les lacunes des uns puissent être comblées par, si vous voulez, les avancées, les succès des autres. Donc nous allons pouvoir agir déjà ensemble
pour évaluer un médicament, parce que pour mettre un médicament sur le marché, il faut d'abord évaluer sa qualité. Tous les pays n'ont pas les ressources humaines nécessaires, les ressources techniques, les ressources financières nécessaires pour évaluer un médicament. Donc déjà, les évaluations conjointes pourront être organisées par l'AMA, de sorte à ce que les pays puissent donner une autorisation de mise sur le marché en tenant compte des évaluations conjointes qui seront faites. Donc déjà, fédérer les ressources, c'est déjà un défi pour l'AMA. Ensuite, il y a les laboratoires de contrôle de qualité. Pouvoir mettre en place des laboratoires de contrôle. Parce que quand un médicament arrive, Madame Quadio vient de rappeler que l'importation occupe une place importante, puisque nous avons à peine 3 à 10% des médicaments qui sont fabriqués sur le continent. Donc le contrôle de qualité prend une place importante en matière d'évaluation de la qualité. Donc l'AMA va pouvoir, au niveau du continent, mettre en place ne serait-ce que des pôles d'excellence en matière de contrôle de qualité pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens au niveau national de contrôler la qualité de leurs médicaments, de pouvoir le faire au niveau continental. Il y a aussi la question de la réglementation pharmaceutique. Ça, c'est une question vraiment fondamentale. Vous ne pouvez pas avoir des médicaments de qualité si vous n'avez pas une réglementation forte. Et l'AMA, en réalité même, est un organe de réglementation au niveau continental. Je viens de rappeler tantôt la question de la loi type sur la réglementation des produits médicaux. Donc l'AMA va agir en matière d'harmonisation des réglementations pharmaceutiques pour envoyer nos réglementations à un niveau suffisant pour assurer la qualité et l'efficacité des médicaments. Donc c'est autant de défis auxquels l'AMA va donc faire face. Alors d'autres défis, professeur, on reviendra avec vous, mais je vais m'adresser là à Madame Quadio. D'autres défis, on a donc les médicaments falsifiés ou contrefaits. Alors est-ce que l'AMA va s'attaquer à ces phénomènes? Bien sûr, comme le professeur l'a déjà signifié, on a déjà l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui est déjà là, qui a été déjà instituée au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est déjà un pas. Et ça, je salue déjà l'effort du gouvernement d'avoir tenu compte à la loi type première que le professeur vient de citer. Et pour ce qui est des questions du médicament falsifié, je pense que c'est le premier, je dirais, c'est le premier objectif de l'autorité de régulation. Voilà, effectivement, l'autorité de régulation pharmaceutique, l'AIRP. Voilà. Et sur ce fait-là, nous, en tant que communautaire, qu'est-ce qu'on fait déjà en tant que société civile, c'est de pouvoir sensibiliser également les populations à pouvoir s'éloigner de cette pratique. Et tout ce qui concerne les médicaments falsifiés, il faudrait que l'autorité soit en mesure de pouvoir également véhiculer le bon message et que nous également, nous puissions aller dans la communauté pour donner également ce message à cette population pour que cela puisse changer en termes de pratique. Donc la falsification, oui, ça relève déjà de l'autorité, mais en même temps également, ça relève de la responsabilité également des organisations de la société civile au niveau communautaire. D'accord. Alors pour ça aussi, on a une réglementation forte au niveau donc du médicament. Est-ce que on pourra desservir des médicaments plus sûrs à la population entière? Oui, normalement, si la régulation fonctionne sur la base d'une réglementation adéquate, in fine, l'objectif d'une bonne réglementation, c'est l'accessibilité de la population à des médicaments sûrs, efficaces et disponibles. Ça ne sert à rien de faire une bonne réglementation si la population n'a pas les bons médicaments. Donc c'est ça l'objectif, de permettre à la population d'avoir des médicaments sûrs, efficaces et qui soient disponibles. Donc au niveau de l'AMA, les médicaments falsifiés sont des médicaments transfrontaliers. Ça passe dans tous les pays. Bien sûr. Donc déjà, la coordination et l'organisation des États membres pour lutter de façon efficace contre ces médicaments est un point très important. Vous ne pouvez pas avoir des succès en matière de lutte contre les médicaments illicites si vous ne mettez pas en œuvre la coopération au niveau des États. Et l'AMA, par sa position, va permettre de fédérer des énergies au niveau des différents États pour coordonner une lutte plus efficace. Donc si vous avez une bonne réglementation, une bonne coordination de la lutte au niveau des États, bon, normalement, vous devez avoir des médicaments. Et si vous avez de bons laboratoires de qualité pour assurer la qualité des médicaments qui sont candidats à être mis sur le marché, bon, en principe, vous devez pouvoir donner aux populations des médicaments sûrs et efficaces. Et je salue le rôle de la société civile. Justement. Parce que c'est la protection du consommateur, c'est la protection du malade. Il faut que la société civile conserve une certaine vigilance aussi
pour permettre aux autorités aussi de garder la vigilance et pour lutter contre ce phénomène. J'allais justement parler, donc, vous avez parlé de société civile, j'allais parler des acteurs qui allaient rentrer donc en ligne de compte pour l'application, l'opérationnalisation véritable de l'AMA. En plus de la société civile, il y aura qui comme acteur? Ok, au niveau des acteurs, je pense que les États, par la ratification du traité, ont déjà montré leur volonté politique. Je crois qu'on est à 29 États qui ont ratifié depuis le 15e État. L'AMA est entrée en vigueur, aujourd'hui on est à 29 États et il y a déjà des États qui frappent à la porte de la ratification de l'AMA. Donc on a espoir que le temps passant, plus d'États vont ratifier l'AMA. Donc au niveau des acteurs, on a déjà les États. Une fois que vous avez ratifié la Convention, c'est vous êtes d'accord pour appliquer les principes de la Convention et pour appliquer, n'est-ce pas, les missions de la Convention. Donc les États sont des acteurs très importants. Quand on descend à l'intérieur des États, on a ce qu'on appelle les autorités nationales de réglementation pharmaceutique. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'AIRP, c'est l'autorité ivoirienne de réglementation pharmaceutique. C'est celle-là qui va donner les autorisations de mise sur le marché, c'est celle-là qui va faire ce qu'on appelle la surveillance du marché, c'est l'autorité qui va faire ce qu'on appelle la pharmacovigilance, parce que quand un médicament est sur le marché, c'est pas fini. Qu'est-ce qui devient? Quels sont les effets secondaires, même imprévus sur les patients? Tout ça, il faut surveiller. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est ce qu'on appelle lorsque les faux médicaments arrivent et qu'on contrôle les importations. Parce que quand vous dépendez à près de 90-95% des importations, vos systèmes de surveillance des importations doivent être très efficients. C'est ce qu'on appelle la surveillance du marché. Donc ce sont les autorités nationales de réglementation pharmaceutique qui mettent en œuvre toutes les fonctions réglementaires nécessaires pour assurer une bonne qualité du médicament pour le patient. Et dans tous les pays, il y en a. Et c'est eux qui sont les dépositaires de la qualité du médicament par leur régulation. Donc il y a les autorités nationales de réglementation pharmaceutique. Quand vous dépassez le niveau de ce qu'on appelle donc les ANRP, vous avez ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'UEMOA et si je prends l'exemple de ce qu'on appelle l'homologation, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité d'un médicament avant sa mise sur le marché, c'est sur la base d'une réglementation harmonisée de l'UEMOA. Depuis 2006, aucun État membre n'a une réglementation spécifique. Compte tenu du droit communautaire, c'est la réglementation de l'UEMOA qui est valable dans les 8 États membres. Si vous allez au niveau de la CEMAC, il y a un règlement pour l'harmonisation des procédures d'homologation des médicaments. Donc les 6 États membres de la CEMAC mettent les médicaments sur le marché sur la base de cette réglementation communautaire. Si vous allez au sud de l'Afrique au niveau de la SADC, vous avez aussi ce même phénomène. Et si vous allez à l'est, vous avez ce même phénomène. Donc comme je le rappelais tantôt, l'AMA va se baser sur les communautés économiques régionales pour faire remonter une réglementation harmonisée au niveau continental. Donc les communautés économiques régionales sont des acteurs essentiels en matière d'opérationnalisation de l'AMA. Et puis vous avez la société civile, parce que après tout, c'est pour le consommateur, c'est pour le malade que nous faisons tout ça. Ils ont leur mot à dire. Il faut les écouter, il faut connaître leurs aspirations, il faut aussi écouter ce qu'ils disent pour pouvoir orienter leur politique. Donc voici vraiment les principaux acteurs qui devraient faire évoluer l'AMA dans ses missions de mettre à disposition de la population des médicaments sûrs, efficaces et disponibles. Alors pour ça, Marie vient de le dire, Madame Kouadio, vous, la société civile, vous avez, j'allais dire, des efforts à faire. Oui. Mais comment est-ce que vous allez impliquer la population, celle pour qui même tous ces efforts sont faits? Comment est-ce que vous allez les impliquer? D'accord, merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, l'organisation de la société civile au niveau de COVID, nous, on a d'abord un plan de plaidoyer, on a également l'éducation communautaire qu'on fait et on a également les droits humains. Donc tout ce qui concerne le plaidoyer ou tout ce qui concerne les médicaments sont en lien également avec l'accessibilité, sont en lien avec les droits humains. Et au niveau communautaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'aller dans la communauté apporter l'information. Donner également, faire des sensibilisations au niveau communautaire pour leur demander de pouvoir suivre un certain nombre de choses. C'est-à-dire leur apporter l'information comme quoi l'AMA existe et que désormais on aura des médicaments de qualité sûrs et efficaces sur le continent et par ricochet en Côte d'Ivoire. Et non, sur ce fait-là, c'est vraiment important l'information, mais en même temps nous partons vers les décideurs également pour avoir la bonne information et revenir vers les communautés pour pouvoir leur relayer l'information. Yes.
Donc vous croyez, je vais dire, à une réussite de, de cet instrument dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire? Oui, je crois fermement pour la Côte d'Ivoire. Je crois parce que je vois déjà tous les efforts qui ont été déjà faits jusqu'à maintenant. Et également, on a plusieurs types de conventions qui sont en ligne de compte. Vous l'avez dit, le professeur vient de le dire, il y avait la loi type et que les États, les décideurs, les conseillers techniques font partie également de l'Agence africaine du médicament. Donc cela veut dire qu'il y a déjà une volonté. Et quand il y a la volonté politique, c'est vrai que ce sera un avantage pour toutes les populations. Et sur ce fait-là, nous nous basons sur ces engagements et nous essayons de donner la bonne information aux populations. Et c'est pour le bien-être des populations que nous faisons tout ça. D'accord. Alors, professeur, en termes de défis pour la réussite véritable des missions de l'Agence africaine du médicament, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je pense que j'enseigne la réglementation. C'est un grand chantier quand même. Hein? Oui, j'enseigne la réglementation depuis maintenant 25 ans. Et j'ai pu constater l'évolution qu'il y a eu en matière d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique pour permettre aux populations d'avoir une meilleure qualité du médicament. Et je crois que l'avènement, non seulement de la loi type, comme je l'ai indiqué en début de réunion, mais aussi de l'AMA, ce sont des avancées. Ce sont des avancées parce que ça va permettre de fédérer les ressources. Ça, c'est très important. Parce que, comme je le dis, je le répète, tous les pays ne sont pas au même niveau. Et quand vous fédérez les ressources, vous permettez aux pays les moins nantis de pouvoir aussi avoir non seulement une réglementation harmonisée, mais des médicaments de qualité. Et puis, je pense que la conjoncture est favorable. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut que l'Afrique prenne son destin en main. Il y a eu le Covid qui a montré à quel point nous étions dépourvus. Il y a eu des situations qui ont montré qu'on ne peut plus dépendre de l'extérieur. Nous avons un marché qui est un marché important et il est temps que nous puissions nous aussi nous baser sur ce marché pour faire avancer les choses. Je suis très optimiste et je suis très optimiste. Je pense que si on continue dans la formation des ressources humaines, si on continue dans le plaidoyer auprès des autorités politiques, si on continue dans la fédération de nos ressources, si on continue dans l'optimisation de nos organes, de nos communautés économiques et régionales, l'Afrique est capable de... Je suis très optimiste qu'on peut avancer vers des médicaments de qualité qu'on pourra même fabriquer ici. Peut-être pas tout, mais on pourra quand même fabriquer un bon nombre de médicaments sur le continent qui soient des médicaments de bonne qualité. D'accord. Madame Kwadjo, pour terminer, vous... En termes de défis, moi je pense que c'est notre autorité de régulation. Comme il faut la rendre forte, comme il faut la rendre grande. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une question de plaidoyer. Plaidoyer auprès de nos décideurs et également pour avoir les capacités et les personnes qualifiées, voilà, pour pouvoir adresser tout ce qui concerne les ressources. Et pourquoi pas, on a déjà des laboratoires au niveau de la Côte d'Ivoire. On a déjà des personnes également qui ont cette compétence-là pour pouvoir faire fabriquer des médicaments. Donc il serait bien de pouvoir ensemble, travailler ensemble de concert et voir comment est-ce qu'il faille adresser les défis pour l'évolution de notre autorité de régulation. Parce que là, elle a un niveau de maturité encore en deçà du niveau 3. Donc si elle a un niveau 3, c'est clair que c'est un avantage pour tout le monde. Merci. Alors professeur, pour terminer, véritablement, son application, sa mise en œuvre véritable, sera effectif selon vous la mise en œuvre véritable de l'AMA, ça a commencé là. Il y a un conseil d'administration qui est mis en place. Je vous ai parlé du secrétariat permanent qui est mis en place, qui fonctionne. Le processus de recrutement du DG a été lancé. On nous dit qu'au plus tard, en février, le DG sera recruté. Une fois que le DG est recruté, ça commence. Ça commence. Donc normalement, premier trimestre 2025, l'AMA devrait pouvoir être opérationnel. On devrait pouvoir voir déjà les fruits. Oui. Bon, normalement, ce qui est prévu, il y a un plan stratégique institutionnel qui doit être présenté, donc validé par le conseil d'administration. Il y a aussi une sensibilisation, une information aussi des États membres à faire, parce que tout le monde n'est pas informé effectivement de ce qui se passe. Monsieur Michel Sidibé, qui était l'envoyé spécial de l'Union africaine, est passé dans les États membres pour parler de l'AMA, prêcher la bonne nouvelle, ce qui nous a valu toutes ces ratifications qui ont permis à l'AMA de rentrer dans sa phase opérationnelle, mais je continue de penser qu'il faut encore communiquer davantage sur cet instrument. Mais sinon, normalement, à partir du premier trimestre 2025,
l'AMA devrait être opérationnel. Oui, parce que je vous assure, professeur, les populations qui entendent cette bonne nouvelle sont certainement pressées de voir qu'on a désormais des médicaments de qualité et qu'on voit de moins en moins ces médicaments contrefaits qui... Mais ce que je veux dire, c'est que l'AMA ne fait pas tout. L'AMA ne vient pas annihiler tout ce qui est fait au niveau national. Au niveau national, je l'ai dit, le rôle de l'AMA même, c'est de pouvoir renforcer au niveau national les structures de régulation pharmaceutique. Il ne faut pas penser que l'avènement de l'AMA va anéantir les autorités nationales. Non, au contraire. L'AMA devrait pouvoir renforcer les autorités nationales et puis les communautés économiques régionales. C'est lorsque les autorités seront renforcées, les communautés économiques régionales seront aussi renforcées, que l'AMA aura plus de chances d'atteindre ses objectifs. En tout cas, merci à vous, professeur, de nous avoir instruit véritablement sur cet instrument, l'Agence africaine du médicament, sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Tous les pays africains qui l'ont ratifié, donc, et comme vous l'avez dit, qui frappent à la porte aujourd'hui, qui veulent donc s'inscrire dans cette démarche-là, portent donc beaucoup d'espoir en cet instrument. Je rappelle, professeur Marie-Antoine Serge, que vous êtes pharmacien, professeur titulaire en droit et déontologie pharmaceutique à l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et sous-directeur de la formation et de la recherche des études à la direction de l'activité pharmaceutique du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Merci également à vous, Madame Kwadio Charlène. Vous êtes juriste chargé de plaidoyer et droits humains à l'ONG Conscience et Vie Covid, formatrice nationale sur les droits humains en lien avec le VIH. Merci en tout cas à vous d'être venu et de nous avoir donné toutes ces informations. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé et à vous qui l'avez suivi. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Médian. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup.